Cette proposition de loi est soutenue par l'ensemble des groupes. Le groupe écologiste, comme nous l'avons signalé en commission, soutient cette proposition de loi et se félicite donc que le groupe RRDP ait décidé de la déposer en niche. En démocratie, c'est à la loi qu'il appartient de définir les délits et les peines, et dans cette perspective, le législateur a mis en place des garanties procédurales comme le principe de contradictoire, la collégialité et la motivation des décisions, le double degré de juridiction, le droit de former un pourvoi et renforcer les moyens offerts aux acteurs du procès pour rechercher la vérité, combattre le mal jugé et éviter toute détention arbitraire. Le respect de ces règles confère aux décisions de justice une autorité de la chose jugée qui a un caractère général et absolu. Ce caractère général et absolu établit la présomption de vérité qui s'attache à la chose jugée et qui conduit à tenir pour vrai un jugement devenu définitif, condition à l'extinction des litiges, condition de la paix sociale et de la stabilité de l'ordre juridique. Pourtant, nous le savons, le jugement des hommes n'est pas infaillible et dans toute procédure judiciaire, le manque de preuves ou une erreur de procédure peuvent conduire à une injustice. Lorsqu'une erreur de fait survient, il devient nécessaire de faire triompher la vérité en permettant la révision du procès afin de disculper le condamné, victime de cette erreur. C'est l'objet de la révision d'une condamnation pénale définitive pour un crime ou un délit. Lorsqu'une erreur de droit a été commise au mépris des libertés garanties, il convient de sanctionner cette violation et de rejuger la personne conformément aux règles de droit en vigueur, indépendamment de toute considération sur sa culpabilité. C'est le but du réexamen d'une décision pénale définitive, consécutivement au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Des affaires célèbres, et vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, viennent illustrer la nécessité de ce texte. Cette proposition de loi entend prendre sa part dans le renforcement de l'état de droit. Elle tente, et c'est un défi, de concilier le respect de l'autorité de la chose jugée et la nécessité de réparer l'erreur judiciaire. Je crois que ce défi est relevé. L'actuelle procédure de révision date de 1989. Un doute sur la culpabilité du condamné et non plus la certitude de son innocence doit fonder la demande de révision pour qu'elle puisse aboutir. La loi permet aux condamnés, et non plus simplement et seulement au ministre de la Justice, de demander la révision d'une condamnation sur la base d'un fait nouveau. Enfin, le filtre a été confié à une commission de révision des condamnations pénales. Le recours est d'abord introduit auprès de cette commission chargée du filtrage et de l'instruction des demandes. Et c'est donc cette commission qui peut ensuite saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statue comme cour de révision, qui a seul le pouvoir d'annuler une condamnation pénale avec ou sans renvoi vers une juridiction de fond. Il existe une autre procédure en cas de condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme, mise en œuvre par une autre commission rattachée à la Cour de cassation. C'est en effet le réexamen d'une décision pénale définitive consécutivement au prononcé d'un arrêt de la CEDH. Je vous le rappelle que notre collègue Noël Mamère a bénéficié de cette procédure. Il avait été condamné pour avoir attaqué le professeur Pellegrin qui affirmait en 1986 que le nuage de Tchernobyl avait été bloqué à la frontière. La Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la France, permettant ainsi le réexamen de la sentence. Depuis 1989, 3 358 demandes ont été présentées à la commission de révision. 2 122 ont été jugées irrecevables, 965 ont été rejetées et 84 seulement ont conduit à la saisine de la Cour de révision. Sur ces 84 décisions, il y a eu 51 décisions d'annulation et 33 décisions de rejet. Si les révisions sont rares, c'est que les juges font une interprétation stricte, trop stricte, du doute raisonnable pour accorder la révision. Dans les faits, le condamné doit pratiquement avoir une preuve de son innocence. De plus, la commission de révision des condamnations pénales exerce un filtrage trop rigoureux sans doute et déborde parfois même sur les compétences de la Cour de révision. Il importe toutefois de maintenir des filtres suffisants pour éviter de créer une nouvelle voie d'appel. Il s'agit de corriger des injustices et non pas de juger à nouveau. Il faut donc tenir un équilibre entre la sécurité de la chose jugée et la nécessité de réparer les erreurs judiciaires. La proposition de loi réforme donc profondément l'architecture des recours, fusionne leurs procédures et précise les conditions d'ouverture d'une révision des condamnations pénales. Cette simplification de la révision des condamnations pénales est une avancée majeure. Il faut en effet mieux tenir compte du caractère contingent et relatif de la vérité qui émerge de l'instruction et des débats judiciaires. Il faut tenir compte du rythme actuel de l'évolution des technologies et des savoir-faire d'investigation et d'enquête. Si la procédure de réexamen a permis, depuis son instauration en 2000, le réexamen de 31 décisions pénales définitives, la procédure de révision n'a pas totalement joué son rôle, en tout cas celle de 89. L'amélioration des procédures depuis 89 permet de revenir sur une décision pénale définitive, n'a pas pleinement profité aux condamnés, c'est un fait.
Les obstacles à l'aboutissement des demandes en révision peuvent également résulter de certains aspects de la procédure criminelle, notamment, et cela a été dit, lorsque les scellés ont été détruits et que les débats de la cour d'assises ayant prononcé la condamnation n'ont pas été enregistrés. C'est pourquoi l'article 1 crée une nouvelle procédure de conservation des scellés dans les affaires criminelles définitivement jugées. L'article 2 de la présente proposition de loi fixe quant à lui une obligation d'enregistrement sonore des débats des cours d'assises. Ces deux éléments sont nécessaires pour garantir les démarches en révision et c'est une bonne nouvelle. L'introduction également du moindre doute est une avancée notable. Actuellement, il n'est pas possible de revenir sur le procès d'une personne qui aurait été innocentée et je sais que cela a été un point de débat. On l'a vu ici à cette tribune même, en commission. Un point de litige même. Cette question vient d'être reposée par l'affaire Jacquemer, acquittée en octobre 2008 suite au meurtre de Nelly Aderer en 1987. Des traces de sang ont été depuis retrouvées après le procès sur le pantalon de la victime et elles contenaient l'ADN de Jacquemer. Notre collègue Georges Fenech a déposé des amendements pour autoriser la remise en cause des acquittements. Nous avons décidé de ne pas les voter. D'abord parce que ces amendements semblent être dictés par une actualité immédiate et je crois qu'il n'est pas raisonnable de légiférer au prétexte de l'émotion. Nous l'avons assez dénoncé sous l'ancienne mandature où chaque fait divers donnait lieu à une annonce, voire même à un projet ou à une proposition de loi. C'est donc un amendement, ce sont donc des amendements de circonstance. Et vous l'avez cité en tribune, Madame la Ministre, je partage le point de vue que notre collègue Fenech développait à l'époque de la mission d'information quand il déclarait, je cite, « Je ne crois pas souhaitable de revenir sur les décisions d'acquittement. Nous avons également été convaincus que cela relevait plutôt de l'action publique que de la révision. On pourrait imaginer, ajoutait-il, donner au parquet le pouvoir de déclencher une nouvelle enquête dans le délai de prescription. » Notre collègue Guy Geoffroy, deuxième signataire des amendements, était encore plus catégorique. « J'ai toujours considéré que la décision d'acquittement était le corollaire, et même le corollaire puissant, disait-il, du principe fondamental de la présomption d'innocence. Remettre en cause, après une décision d'acquittement devenue définitive, l'idée que la personne ait été acquittée est, d'une certaine manière, une remise en cause de l'existence même du principe de présomption d'innocence. Je voulais simplement vous dire que ces arguments-là nous ont convaincus. D'autre part, nous ne pensons pas qu'il faille établir une symétrie ou un parallélisme des formes, comme notre collègue Yann Gallu a pu le suggérer en commission, entre condamnation et acquittement. La révision des acquittements est une question complexe, j'en conviens. La possibilité de remettre en cause un acquittement sur la base d'un fait nouveau portera assurément atteinte à la paix sociale. En l'absence de délai, des requêtes pourront être déposées en ce sens en permanence, facteur majeur d'insécurité pour les personnes innocentées par le jury d'assises. Ce serait aussi un changement important de notre droit. On modifierait les règles de poursuite en encourageant les victimes dans une quête hasardeuse. Si ce changement a lieu, il faudrait donc encadrer encore plus strictement les possibilités de saisine et les délais de prescription. Il semble impossible, comme le proposent les amendements de nos collègues UMP, d'ouvrir largement la possibilité d'une saisine au risque de les multiplier et d'insécuriser non seulement le droit, mais également les innocentés. Ces amendements n'ont pas leur place dans ce projet de loi directement issu d'une mission d'information qui avait conclu qu'il ne fallait pas ouvrir la possibilité de reviser les acquittements. On ne peut pas écarter tout ce travail par un amendement ou par des amendements. Cela mérite une réflexion plus approfondie. Il ne faut pas modifier des règles aussi lourdes à la faveur d'un fait divers. Nous proposerons, nous, écologistes, dans les débats aujourd'hui, que la personne innocentée soit également retirée des différents fichiers de police, empreintes digitales, palmaires, génétiques, sauf en cas d'autres poursuites ou condamnations qui justifieraient le maintien de ces empreintes dans ces fichiers. Nous proposerons également la prise en compte pour une révision d'une condamnation d'éléments qui, non nouveaux, n'ont pas été débattus lors du procès. Dans différentes affaires, un élément contenu dans le dossier mais non débattu a pu jeter un doute sérieux sur le verdict prononcé. Une erreur judiciaire est une force en marche. Des hommes de conscience sont conquis, sont hantés, se dévouent de plus en plus obstinément, risquent leur fortune et leur vie, jusqu'à ce que justice soit faite. Cet hommage aux indignés de l'injustice que Zola exprime dans sa lettre à la jeunesse en 1897 prouve que la lutte contre l'erreur judiciaire est l'un des grands combats pour le respect des droits de l'homme. Ces mots ne sauraient mieux dire la nécessité de ce texte aujourd'hui. Merci.